Bonsoir. Quand j'étais enfant, j'avais développé une petite phrase pour me présenter d'un seul coup et pour répondre d'une seule traite à toutes les questions qu'on me posait toujours régulièrement. Et la phrase c'était « Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon, j'avais les cheveux longs à l'époque déjà et on me prenait pour une fille, ce qui m'amusait beaucoup. J'ai 6 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. » Et de nos jours, pour me présenter, je peux me présenter d'une manière très similaire, et c'est ce que je vais faire ce soir. Bonsoir, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon, et je ne mange toujours pas de bonbons, entre autres choses que je ne mange pas, et je ne vais toujours pas à l'école. Je suis un enfant de 43 ans qui n'est jamais allé à l'école, et ça fait de moi, dans notre monde, une sorte d'exception. Et pour moi, c'est toujours assez surprenant d'être une exception, alors que ce que j'ai vécu est ce qui peut se vivre de plus naturel. Tout enfant, plongé dans des circonstances semblables, vivrait quelque chose de très ressemblant. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler des dispositions spontanées de l'enfant qui n'ont jamais été troublées dans ma vie et qui fait de moi cette exception alors que je suis un enfant des plus banals. Et c'est ça qui compte pour moi. Je ne suis ni spécial ni surdoué. Autrement dit, imaginez que nous trempions un noyau d'avocat, c'est arrivé récemment parce que mon fils de 4 ans et demi, Antonin, que je vous présente ce soir, a voulu essayer. Mettons un noyau d'avocat dans l'eau, au bout de quelques jours, il va y avoir une tige qui va en sortir et quelques racines, et aucun d'entre nous n'aurait l'idée de dire oh, « c'était un noyau d'avocat surdoué ». Parce que c'est dans la nature du noyau d'avocat de pousser. Et c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce dont je veux parler en rappelant justement que c'est parce que cela arriverait à chaque enfant que ça nous intéresse. Je voudrais parler des dispositions spontanées de l'enfant et la toute première qui me vient à l'esprit, ça va être une question à vous. Quelle est la première chose que fait l'enfant dès qu'on le laisse tranquille ? Il joue. Et tous les enfants jouent. Quelles que soient les circonstances qui les entourent, quel que soit l'environnement, la guerre, la misère, la peur, le luxe, je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Dans tous les cas, l'enfant, dès qu'on lui en donne la possibilité, joue. Et si nous ne l'interrompions jamais, il jouerait toujours. Or, nous l'interrompons. Alors j'ai la chance de travailler avec un neurobiologiste. Voilà que les neurobiologistes nous ont dit une chose intéressante. Ils nous ont dit qu'il se trouve que ce n'est pas par hasard que nous sommes envoyés dans le vaste monde, équipés du dispositif d'apprentissage le plus génial qui ait jamais été inventé. J'ai nommé le jeu. Il n'y a pour apprendre rien de mieux que le jeu. Il faudrait l'écrire sur la porte du frigidaire. Et sachant cela, on se demande toujours pourquoi personne n'a voulu voir ce qu'il arriverait à un enfant qu'on laisse jouer, pas seulement toute une journée, mais par exemple 43 ans durant. Est-ce qu'il en ressort vraiment un sauvage illettré, asocial et chômeur? Alors pour vous dire, pour continuer avec la neurobiologie, pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. C'est exactement la même chose, il ne peut pas les différencier. Imaginez maintenant qu'une personne aimée, une personne de référence primaire, vienne voir l'enfant et lui dise « il faut que tu arrêtes de jouer pour apprendre ». Alors c'est drôle, mais c'est comme si je vous demandais maintenant, respirez sans prendre d'air. Vous allez me trouver absurde et vous allez penser que je demande quelque chose d'absurde. Justement, c'est là que c'est intéressant parce que l'enfant ne se permet pas de penser ça. Il ne se permet pas de penser de l'adulte que l'adulte a un problème. Comme il ne se permet pas de penser cela, il pense que c'est lui qui a un problème. Et lorsque l'enfant constate qu'il a un problème, ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que lors d'une douleur intense. Il faudrait qu'on se le dise. Et donc, après cette injonction contradictoire, je vais vous parler d'une autre disposition spontanée de l'enfant. Elle nous vient de la neurobiologie. Je ne suis pas neurobiologiste et je ne vais pas m'attribuer des fonctions que je ne pourrais pas remplir, mais je vais vous faire un rapide résumé de ce qu'on a cru. On a cru qu'il y avait des cerveaux génétiquement programmés, qu'il y en avait des bêtes et qu'il y en avait des intelligents. Et c'était pratique, on s'en est tenu à cela pendant de nombreuses années. Puis on a constaté une chose très spectaculaire récemment. On a constaté que la région du cerveau qui est responsable des mouvements du pouce
est surdéveloppé chez les jeunes de nos jours. Alors on s'est dit, c'est extraordinaire, ça veut dire que le cerveau peut se développer comme un muscle et on a développé des programmes de musculation cérébrale destinés à nous faire nous promener avec des cerveaux comme ça et ça n'a pas marché. Nous posons devant une question quand même poignante, pourquoi ce qui marche pour les SMS ne marche pas pour les mathématiques? Et c'est là qu'on a fait la découverte du XXIe siècle. On a découvert que notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est la clé des choses. Et ça, en plus, c'est extraordinaire que la neurobiologie nous apporte la preuve d'une chose que nous savons depuis toujours, car nous savons qu'en état d'enthousiasme, nous avons des ailes, que plus rien ne nous arrête, que apprendre se fait tout seul. Nous savons cela. Et alors là, la neurobiologie nous livre une statistique très intéressante. L'enfant, équipé du dispositif de manière naturelle et en série, du dispositif d'apprentissage le plus génial qui soit le jeu, est également équipé de sa portion d'engrais portable, parce qu'il s'avère que l'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Ça se décrit, vous pouvez voir sur Google, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Et donc, chacun d'entre nous vient non seulement équipé du meilleur des dispositifs d'apprentissage, mais en plus de son engrais portable. Et les enfants baignent dans un état d'enthousiasme constant. Les statistiques disent qu'un enfant de 2 à 3 ans s'enthousiasme, ressent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Et ils s'enthousiasment pour tout. Le moindre bout de papier va les enthousiasmer pendant des heures. Et les mêmes statistiques, vous savez ce qu'elles disent sur nous, les adultes? On s'enthousiasme, on éprouve la même quantité d'enthousiasme 2 à 3 fois par an. Or, il n'est pas forcé qu'il en soit ainsi. En nous, en chaque enfant, il y a un génie potentiel. Donc, puisque chacun d'entre nous contient un enfant, il y a en chacun d'entre nous un génie potentiel qui n'attend qu'une chose, c'est de voir pourquoi nous allons nous enthousiasmer. Mais pour nous enthousiasmer, il faut aussi que nous nous débarrassions de certaines choses, par exemple des hiérarchies entre les métiers et les matières. Un exemple, Antonin, mon fils, est sorti un jour à 17h dans les rues de Paris et est tombé en arrêt devant le camion des éboueurs. Et nous les avons accompagnés de station en station, nous arrêtant à chaque poubelle et observant leur jeu. Et il s'avère qu'ils ont remarqué ce petit garçon qui les regardait parce qu'il ne connaît pas de hiérarchie entre les métiers. Je dirais même que pour lui, à cet instant, éboueur est beaucoup plus pertinent et compréhensible qu'avocat. Et donc, non seulement il regardait ces messieurs, mais en plus il les regardait avec admiration. Et ça s'est reporté sur eux. Tout d'un coup, ils ont fait leur métier un peu différemment, avec plus d'enthousiasme. Ils ont joué, ils ont fait une chorégraphie avec les poubelles, Antonin est devenu une star parmi les éboueurs de notre quartier. On ne peut plus sortir à 17h incognito parce qu'il y a partout toujours un camion de poubelle qui klaxonne pour le saluer de loin. Car c'est ça, la troisième disposition spontanée de l'enfant, c'est d'aller dans le vaste monde. Le pire qui pourrait arriver à un enfant, ça serait de l'enfermer chez lui. Là, il partagerait tous les niveaux de sa famille, mais également toutes les peurs de sa famille. L'avantage d'aller dans le vaste monde, c'est qu'on apprend à partager les peurs de différentes personnes, donc différentes peurs. C'est ça, l'optimisation de l'enfant. L'enfant est optimisé pour le monde, et nous le retirons du monde pour le préparer au monde. C'est étonnant, hein? Il y a autre chose dont il faut nous débarrasser pour retrouver l'enthousiasme. Et donc, pour retrouver l'enfant qui est en nous, il faut nous débarrasser totalement de l'attitude ironique que nous avons envers les enfants. Et donc aussi envers l'enfant en nous. Il faut rétablir la confiance dans l'enfant et dans ses extraordinaires dispositions spontanées dont je viens d'évoquer 3. Et pour rétablir la confiance et se débarrasser de cette attitude ironique, j'aime bien raconter une petite anecdote. Parce qu'elle illustre l'attitude ironique et puis elle illustre aussi la confiance qu'on pourrait faire à l'enfant. Je vous propose de venir avec moi du côté du miroir où on a confiance en l'enfant. Venez, Antonin a 2 ans et demi. C'est l'heure de lui acheter une auto. Alors on va dans un magasin de jouets et il choisit une auto. Il choisit une Ford Mustang rouge au 1/18e. Elle est grande comme ça. Cabriolet, c'est très important qu'elle soit cabriolet parce que quand elle est cabriolet, on atteint le volant et on peut agir sur les roues. Si
elle n'était pas cabriolet, il faudrait rouler avec la porte ouverte, mais rouler avec la portière ouverte, c'est pas très pratique. Et justement, c'est ça qu'on oublie. L'enfant veut une imitation parfaite du monde. L'enfant est d'ailleurs un imitateur né. Si on pense à l'enfant, on se rend compte de cela. Antonin a découvert le bruit d'une cloueuse. C'est un bruit extrêmement complexe avec l'arrivée de l'air, la percussion, la sortie de l'air. C'est un bruit que nous n'arriverions pas en fait, à imiter. Mais lui y arrive parce qu'il a trouvé la succession de syllabes qui, superposées et prononcées en même temps, imitent parfaitement le bruit de la cloueuse. Les enfants sont des imitateurs nés et ils aiment qu'une imitation la plus réaliste possible entre dans leur jeu. Et donc, nous prenons cette Mustang rouge au 1/18e, un modèle de collection, et nous allons à la caisse. Et la caissière confirme d'ailleurs que c'est un achat de qualité. Et elle dit, c'est un beau modèle, je vous l'emballe, c'est pour un cadeau. Ah non, il va jouer tout de suite. Mais attendez, mais c'est pour lui ? Oui. Ah, mais c'est pas du tout adapté à son âge. Mais vous savez, j'ai des autos adaptées à son âge. Regardez, là, j'en ai plein. Vous les connaissez, ces autos qu'elle me montre ? Elles sont en plastique avec des proportions infâmes, des couleurs vives, un sourire, un nez, des oreilles. Celle-là, elle a même de l'audio. Je suis une auto et toi, qui es-tu ? Mais mon fils n'est pas un demeuré. Il est un enfant comme tous les autres. Et ce qu'il veut, c'est une auto qui ressemble aux autos qu'il voit tous les jours dans la rue. Et des autos adaptées à son âge, par chance, dans la rue, il n'en voit jamais. Donc, on va prendre la Mustang rouge, madame. Oui, mais me dit-elle, mais vous savez, ce joli modèle, il va vous le casser en petits morceaux. Et là, c'est toujours important de remarquer que la dame ne veut pas me faire peur. Elle veut partager sa peur avec moi. C'est pas pareil. D'ailleurs, elle trouve la peur ultime. Vous savez, me dit-elle, non seulement il va le casser en petits morceaux, mais les petits morceaux, il va les avaler. Alors certes, c'était aux dépens de la caissière, mais j'ai beaucoup aimé que vous riez et que nous rions ensemble. Parce que le fait de rire à cet endroit-là, ça montre que vous êtes venus avec moi de l'autre côté du miroir. Du miroir où nous faisons confiance à l'enfant et où nous savons que 2 ans plus tard, la Mustang rouge n'a pas une égratignure. Et du coup, vous voyez comment on peut illustrer cette attitude ironique, comment on peut illustrer aussi la force que ça nous donne d'être du côté du miroir où nous faisons confiance à l'enfant. Et peut-être que, et c'est ma proposition, une fois venu de ce côté du miroir, vous aurez envie d'y rester et d'aller à la rencontre de l'enfant qui est en vous et de ses dispositions spontanées, et peut-être de vous libérer de l'ironie envers l'enfant. Et c'était ça, mon invitation pour ce soir, et je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme.